Bonjour à tous. Bienvenue sur cette masterclass où on va parler d'entrepreneuriat, création et reprise d'entreprise. On est très ravis d'être face à vous ce matin. Vous êtes très nombreux. C'est une très bonne surprise de vous voir même debout au fond de la salle à nous écouter. On espère qu'on va pouvoir vous apporter énormément de valeur durant les 45 minutes qu'on va passer ensemble. En tout cas, avec ma collègue, on a essayé de construire la masterclass pour qu'elle soit le plus activable possible, pour que vous ayez des conseils que vous puissiez mettre en œuvre dès cet après-midi, ou en tout cas après 17h30 et la fin de cette journée. On va pouvoir... Alors, il faut que je change les slides, pardon. On va commencer par se présenter. Kémy et moi, on travaille à BGE Paris, une structure d'accompagnement à la création et au développement de l'entreprise qui existe depuis un peu plus de 40 ans maintenant et dont la mission est de démocratiser l'acte d'entreprendre. Donc notre quotidien, c'est d'accompagner des entrepreneurs, des porteurs de projets, des dirigeants, pour qu'ils réussissent leurs projets et vivent de leur activité. Donc je m'appelle Jérémy Thierry, je suis salarié de la BGE Paris et je m'occupe spécifiquement du programme Entrepreneur #Leader qui vous a été présenté brièvement ce matin par la vice-présidente de la région Île-de-France, si vous avez pu assister à son discours au rez-de-chaussée. Et on aura l'occasion de rediscuter du programme. Et je suis accompagné de Kémy. Donc bonjour à tous, moi je m'appelle Kémy. Je suis conseillère formatrice à la BGE et je prends énormément de plaisir chaque jour à accompagner des créateurs, des repreneurs d'entreprises pour pouvoir leur permettre de mettre en place leurs projets. Alors du coup, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que sans doute l'entrepreneuriat vous intéresse de près ou de très 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 près. Donc l'objectif qu'on a avec Jérémy aujourd'hui, c'est vraiment de vous donner 2-3 tuyaux, histoire de vous permettre de vous lancer dans vos projets le plus sereinement possible et le faire avec succès du moins. Déjà, un des premiers conseils qu'on va pouvoir vous prodiguer, c'est déjà pour commencer de vous connaître du moins pour mieux entreprendre. En fait, toute la phase d'introspection qu'il va falloir que vous ayez va être absolument nécessaire à partir du moment où vous voulez créer une entreprise, reprendre une entreprise, du moins créer ou reprendre une entreprise qui vous corresponde. Plusieurs questionnements vont devoir s'établir. Du coup, vous allez devoir vous demander qu'est-ce que vous aimez faire. Et à l'inverse, qu'est-ce que vous n'aimez pas faire. Vous demandez qu'est-ce que vous voulez faire. Et à l'inverse, qu'est-ce que vous ne voulez absolument pas ou plus faire. Vous demandez également qu'est-ce que vous savez faire et ce que vous devez apprendre à faire dans le cadre de la mise en place de votre projet. Donc, petit rappel à ce stade, il n'est pas impossible que dans les métiers que vous avez en tête, que sur les secteurs d'activité que vous visiez, vous ayez besoin d'une certification ou d'un diplôme qui vous permette de vous lancer. Donc, ayez-le en tête dès à présent si c'est le cas. Et de la même façon, quand on parle de travail d'introspection, il va y avoir l'idée de faire le point un peu sur toutes les qualités personnelles que vous avez d'ores et déjà et que vous allez pouvoir transposer dans le cadre de vos projets. Typiquement, je suis flexible, je suis créatif, je suis extraverti, je suis sociable, je suis rigoureux, je suis organisé, etc., etc. Et dans le même sens, bien identifier vos atouts. Donc les atouts vont être de plusieurs ordres. Est-ce que, par exemple, j'ai le permis? Est-ce que j'ai un véhicule? Est-ce que j'ai de l'apport que je serai prêt à mobiliser dans le cadre de mon projet? Est-ce que je vais pouvoir m'appuyer sur un réseau qui va pouvoir me permettre d'avancer plus sereinement dans mon projet? De commencer même à identifier vos talents. Donc le fameux mot talent. L'idée, c'est de se dire, mais qu'est-ce que c'est qu'un talent? Pour vous aider dans cette réflexion, peut-être commencer à vous remémorer toutes les fois où dans votre vie, on vous a dit, toi qui es bon en informatique, tu pourrais peut-être m'aider. Je te vois tellement dans la restauration. Donc c'est des choses qui vous ont déjà arrivé, parce que en fait, nous tous présents ici, on a des talents, même si on n'en a pas conscience. Donc l'idée, ça va vraiment être pour vous de vous remémorer tous ces instants où il est arrivé qu'on vous dise ce genre de choses. Et vous allez découvrir qu'il y a des choses que vous faites peut-être plus facilement, plus rapidement, mieux que toutes les personnes qui vous entourent. Et concrètement, là, on parlera de talent. Et pour ce faire, il va falloir que vous ayez une réflexion sur tous les plans de votre vie. Donc votre parcours professionnel, certes, mais pas que. Les activités en dehors, vos projets personnels, votre vie associative, même votre enfance. Et à ce stade, l'idée, c'est pas de faire preuve d'humilité, pas de modestie. Soyez vraiment réaliste. Si vous êtes capable de faire quelque chose, assumez-le. Je sais cuisiner, je sais coudre, je sais coder. Allez-y pleinement pour le coup. Et vous allez vous rendre compte que même les personnes qui peut-être se lancent dans un projet totalement, radicalement
opposé de ce qu'ils faisaient jusqu'à présent, même les personnes qui sont dans un process de reconversion, ils ont un bagage. Vous avez déjà quelque chose sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer pour vous lancer. Donc vous ne partez pas de zéro. Par contre, prenez bien compte de toutes les contraintes personnelles ou professionnelles, si elles existent. Typiquement, vous pourriez peut-être vous dire, j'ai peut-être des problèmes de santé. J'ai peut-être des enfants en bas âge dont il va falloir que je m'occupe. Ou même des parents un peu plus âgés dont il va falloir que je m'occupe. Ça pourrait être aussi j'ai une activité salariée à plein temps ou une vie associative qui me prend du temps. Et l'idée, c'est de les intégrer, de bien les identifier du moins, et les intégrer dans votre organisation pour pas que ça vous empêche d'avancer, si ces contraintes existent. Et de la même façon, il va falloir que dès à présent, vous définissiez parfaitement le niveau de risque acceptable, tant en termes de temps qu'en termes d'argent. Typiquement, vous n'allez pas avoir la même pression si vous avez des ressources financières, si vous avez des économies, si vous êtes peut-être même en période de début d'indemnisation par Pôle emploi, que dans le cas contraire. Et dès à présent, il va falloir que vous réfléchissiez à la somme maximale que vous souhaiteriez investir dans votre projet et vous poser des limites. Et absolument, et je me permets aussi de compléter là-dessus, c'est essayer très tôt de définir, ok, on a tous un niveau de vie, on a tous besoin d'un certain montant par mois pour vivre, payer nos factures, fixez-le. Ce sera important après, quand on va parler de prévisionnel, de financier, de compte de résultats, de se dire, pour atteindre ce niveau de rémunération qui est celui que j'ai besoin pour vivre, je dois réaliser tant d'euros de chiffre d'affaires qui représente tant de prestations ou tant de produits vendus qui représentent X heures de travail, etc. Et ça va vous aider tout de suite à mettre en place la faisabilité, mais je ne veux pas trop m'avancer sur les conseils qu'on va vous donner. Non, mais c'est exactement ça. Donc dès à présent, ayez en tête votre objectif de rémunération. Typiquement, c'est très subjectif. Certains d'entre vous vont se dire 400 euros, ça me suffit pour vivre. Très bien. D'autres personnes vont se dire pour vivre correctement, il me faut 4000 euros. Très bien aussi. C'est vraiment subjectif et c'est très personnel pour le coup. Donc ayez-le en tête, effectivement. Et ce qui va être également assez important quand vous êtes dans un projet de création, ça va être d'identifier votre pourquoi, votre fameux why. Pourquoi vous lancez en entrepreneuriat? Pourquoi vous lancez dans ce projet de création, de reprise? Parce qu'en fait, le fameux pourquoi, ça va vraiment être tout votre moteur. C'est vraiment ce qui va insuffler la passion dans votre quotidien de chef d'entreprise, où vous allez faire face à des hauts et peut-être à des bas. Et c'est ce qui va vous permettre de persévérer et de continuer à avancer une fois que vous serez lancé en tant que chef d'entreprise. Et ce pourquoi, là encore, c'est très subjectif. Certains d'entre vous vont peut-être se dire je me lance pour pouvoir être indépendant, pour être maître de mes actions, maître de mon temps, maître des clients avec lesquels je pourrais travailler. Certains vont plutôt se dire moi, je me lance pour m'épanouir d'un point de vue personnel. Je vais essayer d'atteindre mon plein potentiel, me challenger. Et c'est pas pour rien qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, dans l'actualité, régulièrement, on constate des personnes qui sont issues du milieu bancaire et qui basculent dans des activités peut-être plus manuelles. Certains d'entre vous, peut-être, se disent « je me lance pour gagner plus ». Souvent, c'est bien, mais ça ne suffit pas, en tant que pourquoi. Et d'autres encore pourraient se dire je me lance pour donner beaucoup plus de sens à mon travail, faire quelque chose qui correspond plus aux valeurs qui m'animent dans mon quotidien. Et il y a maintes raisons qui pourraient vous permettre de vous lancer. D'ailleurs, dans cette salle, il va y avoir autant de pourquoi qu'il y a de personnes présentes dans la salle. Et souvent, les gens se disent ok, je comprends bien qu'il faut que je fasse un travail d'introspection pour faire en sorte d'avoir une adéquation entre moi et le projet. Mais comment je fais? Et justement, là, vous avez bien compris les quelques questions à vous poser pour faire ce travail d'introspection. On a essayé de vous donner des outils activables que vous pouvez mettre en place immédiatement ou en tout cas dès demain. C'est effectivement un point essentiel que de s'interroger sur tout ça. Et c'est souvent négligé. Il faut savoir que la raison pour laquelle vous allez vous lancer, sur le projet que vous avez choisi, sera déterminante dans votre quotidien, sur la motivation que vous allez avoir au quotidien, sur l'énergie que vous allez donner sur votre projet au quotidien, sur les investissements, les sacrifices que vous allez faire et sur votre capacité à rebondir. Et c'est extrêmement important pour un entrepreneur que de faire preuve de résilience. C'est un mot qu'on entend beaucoup, mais cette résilience, vous ne l'aurez que si vous êtes interrogé sur vraiment le fameux pourquoi.
Donc là, on vous donne une liste d'outils. L'avantage de ces outils, c'est qu'elle est utile pour comprendre ce fameux pourquoi, pour faire ce travail d'introspection, mais c'est aussi des outils qui peuvent vous aider à identifier l'idée, le projet sur lequel vous lancez. Peut-être que certains parmi vous n'ont pas encore de projet, mais ont envie de devenir entrepreneur. Ce n'est pas forcément facile de trouver son idée. Et d'ailleurs, l'année dernière, Kémy et moi, on était à la même place pour parler de cette fameuse étape entre l'idée et le projet. Mais ici, voilà, on a fait le choix de vous présenter trois éléments. Donc, tout d'abord, le bilan de compétences. Il existe des organismes qui proposent des bilans de compétences entrepreneuriales où on va faire un point sur votre parcours professionnel, votre parcours personnel, votre parcours académique et dresser les compétences. Les compétences d'un entrepreneur, elles sont très nombreuses. Il ne s'agit pas de toutes les avoir, mais il s'agit d'être conscient des compétences que vous avez. Et ça va vous aider aussi à vous projeter par la suite. Ça, je ne sais pas le faire. Comment je vais pouvoir l'acquérir? Est-ce que je vais me former? Est-ce que je vais sous-traiter cette compétence? On en reparlera peut-être après. Donc, bilan de compétences. Ensuite, vous avez des tests de personnalité qui existent, qui sont proposés de manière plus ou moins sérieuse en ligne et par des cabinets. Mais vous avez le MBTI, le DISC, etc. Enfin là, je vous fais pas la liste exhaustive. Peut-être que vous avez, et certainement d'ailleurs, entendu parler de ces tests-là. Dernier point, et c'est le petit schéma que vous avez à l'écran, c'est l'ikigai ou l'ikigai. Je ne sais pas trop comment ça se prononce. Mais en tout cas, c'est cet alignement entre ce pourquoi vous êtes doué, ce que vous aimez faire, ce dont le monde a besoin, et ça c'est extrêmement important, on aura l'occasion d'en rediscuter, de la désirabilité de ce que vous allez construire. Si vous passez une année à construire un produit dont personne ne veut, vous n'allez jamais le vendre, vous n'allez jamais gagner votre vie grâce à ce projet-là. Et enfin, ce pourquoi vous pouvez être payé. Et donc ce fameux Ikigai là, qui permet de vivre jusqu'à dépasser les 100 ans. C'est cette intersection de tout ça, et c'est la quête personnelle que chaque individu a envie d'avoir, et c'est un modèle qui se développe de plus en plus. On va passer au deuxième conseil. Vous voyez, on vous l'a fait en 5 conseils, parce que créer ou reprendre son entreprise, on n'a pas voulu faire quelque chose de très théorique, encore une fois, très activable. Vous pouvez mettre en pratique tout de suite. Le deuxième conseil, on l'a appelé « créer du contenu », mais en réalité, ça pourrait être parler de votre projet, écrivez dessus, rencontrer des gens, développer votre réseau. L'idée, c'est soit de créer de la parole, de créer de l'écrit, peu importe, créer du contenu. C'est super important de le faire le plus tôt possible. Et en fait, vous n'avez pas besoin d'avoir même une idée super bien définie pour commencer à le faire. Le faire va vous apporter énormément d'avantages qui sont listés ici. Tout d'abord, vous allez énormément en apprendre sur votre secteur d'activité, le marché qui vous intéresse, mais surtout le problème principal de votre audience, de vos futurs clients. À quel problème, à quel besoin vous allez répondre avec votre offre. Et là, on fait le parallèle avec la désirabilité. Mon client a un problème, moi, entrepreneur, je vais répondre à ce problème et il va me payer pour ça. Super important. Mais également, vous allez en apprendre sur vos concurrents. Dès lors qu'on doit parler de quelque chose, qu'on doit écrire quelque chose, on se documente. Avec Kémy, cette masterclass, on n'est pas venu à l'impro, on l'a préparé. On a créé du contenu, on s'est préparé pour vous délivrer de la valeur. Et vous, à travers le contenu que vous allez créer, vous allez devoir délivrer de la valeur à votre audience. Donc ça va vous permettre de bien vous positionner, définir votre proposition de valeur, définir une offre qui est pertinente. Si vous créez du contenu, vous aurez du trafic sur votre site internet ou sur vos réseaux sociaux, en tout cas sur le canal de diffusion que vous allez choisir. Parce que d'ailleurs, je ne l'ai pas parlé, mais pour créer du contenu, vous pouvez le faire sur plein de canaux différents. Ça peut être un blog, très simple à faire. Ça peut être une newsletter. Ça peut être un fil Instagram, un compte LinkedIn, un compte Facebook. Peu importe. Il s'agit d'un endroit où vous allez fédérer du monde et là où vous allez générer du trafic sur la valeur que vous pouvez apporter. Et vous voyez, je ne parle même pas encore de produits, je parle de valeur et d'expertise que vous pouvez apporter. L'avantage d'avoir du trafic très tôt, c'est que vous allez commencer à apparaître pour l'expert de la problématique que vous traitez. Et ça, c'est super important. Ici, parmi nous, tous ensemble, on ne s'appelle pas tous Apple, Nike, Carrefour, etc. On n'a aucune légitimité sur le marché. Les gens ne nous connaissent pas. Ils ne nous font pas confiance. Pour quelles raisons ils nous feraient confiance? Donc c'est à vous de démontrer que vous êtes vraiment expert.
Et encore une fois, créer du contenu très tôt va vous rendre expert sur la thématique qui vous intéresse, et les gens à qui vous adressez vont le savoir. Autre avantage, vous allez fédérer une communauté autour de vous. Et cette communauté, elle va vous suivre tout au long des avancées de votre projet. Et vous allez pouvoir la solliciter tout au long de votre développement. Est-ce que le produit que je conçois, donc la solution, le produit, le service, peu importe, il répond à tes besoins, toi, qui me suis? Je peux t'interroger, je peux t'appeler. On peut échanger par WhatsApp, texto, appel. Et donc, c'est des personnes qui vont vous suivre, qui vont vous encourager et potentiellement qui seront vos premiers clients dès lors que vous aurez un service à apporter. Vous démontrerez votre expertise, votre légitimité, je l'ai déjà parlé, mais c'est super important. Quand on parle de référencement sur Internet, donc de SEO, mon dernier point, le SEO, bien sûr, il est utile pour apparaître en première page Google et c'est important. Certes, ok, je génère du trafic sur mon canal de vente, quel qu'il soit, ma boutique physique ou mon site Internet. Mais c'est aussi un moyen pour montrer que vous êtes les experts. Rappelez-vous, pour quelle raison quelqu'un que vous ne connaissez pas doit vous faire confiance. Comment vous allez déclencher l'acte d'achat? Et ça passera par ça. Donc maintenant, ok, comment? Parce que bien souvent, les entrepreneurs qu'on accompagne, qu'on voit, ils se disent, ok, moi je veux bien créer du contenu, j'ai envie d'avoir une stratégie SEO qui fonctionne, mais je ne sais pas quoi raconter. Et puis en plus, je n'ai pas beaucoup de temps. Donc, comment, encore une fois, dès demain, vous allez pouvoir créer du contenu sur le sujet qui vous intéresse? Mais d'abord, il ne faut pas forcément parler de vous. Les gens s'en fichent un petit peu de qui vous êtes. Alors après, il y a des logiques de personal branding, etc., qu'on voit beaucoup auprès de certains, mais ça viendra dans un autre niveau, peut-être plus tard. Au début, parlez du problème, du besoin que vous adressez. Le deuxième point qui est super important, c'est d'identifier les mots-clés qui sont pertinents autour de votre activité. Qu'est-ce que les gens tapent sur Google lorsqu'ils sont confrontés aux problèmes que je souhaite résoudre? Il y a des mots-clés qui sont très concurrentiels et en général, ils le sont tous, malheureusement. Mais il y a ce qu'on appelle des mots-clés plus longs, des long tails, ça s'appelle dans le jargon, sur lesquels vous pouvez vous positionner et être super bien ranké. Donc vous pouvez identifier ces mots-clés-là, il y a des outils qui existent pour trouver des mots-clés. Vous les identifiez, vous en choisissez quelques-uns et vous créez du contenu autour de tout ça. L'avantage aujourd'hui, c'est qu'il y a l'intelligence artificielle qui existe, qui est de plus en plus répandue, de plus en plus utilisée. Mais à vous de l'utiliser aussi. Donc là, je vous ai donné l'exemple de ChatGPT. C'est un outil fantastique pour créer du contenu, mais il ne faut pas le laisser travailler tout seul non plus. Il faut faire attention. En tout cas, il peut vous générer des idées pour chacun des mots-clés que vous avez choisis. Vous lui demandez de manière assez simple. Vous mettez un petit peu de contexte, c'est ce qu'on appelle des prompts dans ChatGPT. C'est pas le sujet. Je crois d'ailleurs qu'il y a un truc sur l'intelligence artificielle après-midi ou un autre moment au niveau des masterclass. Mais en tout cas, il peut vous générer des idées d'articles que vous pouvez créer autour d'un mot-clé que vous avez choisi. Donc vous dites à ChatGPT, tu es l'expert de cette thématique, tu as 10 ans d'expérience dans cela, tu as un doctorat, machin, machin. Génère-moi 20 idées d'articles autour de ce mot-clé. Ces idées, vous pouvez les utiliser, choisir celles qui vous semblent plus pertinentes, là où vous avez de l'inspiration, et créer du contenu autour de ça. Et encore une fois, le contenu, ça peut être un post de blog, qui est un peu plus long, un post sur les réseaux sociaux, peu importe. Là aussi, ChatGPT peut vous aider, mais alors là, attention, dès qu'il rédige, il faut bien travailler son prompt, donc les consignes qu'on donne à ChatGPT, il faut surtout bien le relire, surtout quand on utilise la version gratuite de l'outil. Il y a un point qui est important quand on crée du contenu, c'est de le diffuser. Parce que, encore une fois, nous tous, autour de la salle, on est n'importe qui. On est fondu dans la masse, personne ne nous connaît, et on n'est pas forcément identifiable de la part de nos futurs clients. Donc tout votre travail va reposer dans la diffusion de ce contenu-là. Comment vous allez l'exploiter? Ok, à la base, je veux en faire un post Facebook.
Mais comment de ce post Facebook j'en tire autre chose? Par quel autre canal je vais pouvoir le diffuser? Et on dit bien souvent, il y a un adage là-dessus, c'est si vous avez passé 4 heures pour créer votre contenu, ben vous en passerez 4 fois plus à le diffuser. Donc pensez à la diffusion. C'est pas parce que ça y est, vous avez appuyé sur le bouton publier que c'est magique, vous allez avoir 100 000 visiteurs et 100 000 abonnés sur vos réseaux sociaux. C'est pas le cas. Alors, un troisième conseil qu'on voulait un peu prodiguer ce matin, c'était de travailler sur la validité du projet. Et cette validation, en tout cas du projet, va se faire sous plusieurs aspects. Déjà, sa faisabilité, à travers notamment ce qu'on appelle l'étude de marché. Donc, nous, ce qu'on se constate, surtout la BGE, c'est que souvent, les créateurs, et même les repreneurs, ont une appréhension autour de ce mot, de cette notion d'étude de marché. Donc, du coup, qu'est-ce que ça va être l'étude de marché? En fait, ça va être quelque chose d'assez basique, d'assez terre-à-terre au final. Ça va être vraiment un travail de collecte d'informations et d'analyse d'informations. Et l'objectif premier, ça va être de vous assurer, avant de vous lancer, que le produit, le service, la solution que vous souhaitez proposer va effectivement répondre à un besoin. Donc, quand on parle d'études de marché, il va y avoir plusieurs aspects. Déjà, le marché, l'environnement. Est-ce que je veux plutôt être sur un marché porteur, un marché en déclin? C'est quoi les perspectives? C'est quoi les tendances? C'est quoi les modes de consommation? Il va falloir s'interroger aussi sur tout le contexte qui va entourer votre marché. Le contexte politique, le contexte environnemental, le contexte social, le contexte technologique, entre autres, et voir dans quelle mesure tous ces contextes-là vont pouvoir affecter soit favorablement votre projet, ou alors peut-être moins favorablement votre projet. Et pareil, bien avoir en tête la réglementation qui va cadrer tout ça. Est-ce que j'ai besoin d'avoir un diplôme pour me lancer? Est-ce qu'il va falloir que je respecte des normes de sécurité, d'hygiène, des normes relatives au fait d'avoir un local qui reçoit du public, etc., etc. Un des deuxièmes aspects de l'étude de marché, ça va être la concurrence. Extrêmement important, la concurrence. Là, vous n'êtes peut-être pas encore lancé. Donc le monde tourne déjà sans vous. Les concurrents sont déjà en place. Et l'idée, ça va être de commencer à les identifier en amont de votre création. Et d'ailleurs, quand on parle de concurrents, il va y avoir plusieurs types de concurrents. Concurrents directs, indirects. Les directs, c'est vraiment ceux qui vont répondre aux besoins de votre client de la même façon que vous. Les indirects, plutôt ceux qui répondraient aux besoins de votre client, mais de manière un peu différente. Je vous donne un exemple. Si Jérémy décide de se lancer en tant que coach sportif à domicile des particuliers, typiquement, qui pourra avoir comme concurrent? Si on parle de concurrence directe, peut-être tous les autres coachs sportifs qui proposeraient leurs prestations à domicile. Mais pas que. Il va y avoir une offre peut-être un peu plus globale. Donc si je parle comme ça de coachs sportifs à domicile, qui pourrait être leur concurrent, là, de prime abord? Dites-moi un peu si vous avez des... Absolument, les salles de sport. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre encore? Absolument, vidéo, coach en ligne, tout à fait. Qui répondent aux mêmes besoins, sans forcément être en coaching en coach à domicile. Il va y avoir les livres, il va y avoir la télé, il va y avoir le fait d'acheter son propre matériel à domicile, etc., etc. Tout ça pour dire que quand vous analysez votre concurrence, il ne va pas forcément falloir analyser la concurrence directe, mais vraiment l'offre globale. Et analyser la concurrence, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les identifier, certes, et avoir un maximum d'informations sur eux. Qu'est-ce qu'ils proposent exactement? Où est-ce qu'ils sont implantés? C'est quoi leur champ d'activité? À quel prix ils proposent leurs produits, leurs services? Comment ils communiquent? Comment ils établissent la relation avec leur propre clientèle? Qui est leur clientèle ou qui sont leurs cibles? Pareil, comment ils communiquent? Est-ce qu'ils sont présents sur les réseaux sociaux? Comment ils commercialisent? Sur les marchés, du porte-à-porte, site internet, la boutique, etc., etc. Donc ça, c'est la collecte. Et la collecte ira plus loin. L'idée, ça va être d'échanger avec vos confrères déjà lancés, de tester peut-être leurs propres produits, de tester peut-être leurs propres solutions, d'utiliser vraiment toutes les ressources imaginables qui peuvent exister pour étayer cette étude. Donc il va y avoir des ressources à la Cité des métiers, à la Bibliothèque François Mitterrand, et les échanges que vous allez pouvoir faire sur le terrain, effectivement. Et tout ça, ça va vous permettre d'aller plus loin dans la réflexion. Donc là, on parlait de collecte, mais il va falloir analyser tout ça. Typiquement, sur les concurrents et les offres de substitution que vous aurez identifiées, qu'est-ce que j'aime? C'est quoi leur force pour moi, selon eux? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour m'en inspirer? Et de la même façon, qu'est-ce que j'aime absolument pas chez eux? De manière à me différencier. Et à me dire que moi aussi, j'ai ma place sur le marché puisque j'ai quelque chose à apporter. Et ça, c'est l'analyse de la concurrence.
Et pareil, toujours dans ce volet études de marché, il va y avoir la clientèle. Donc Jérémy en a très bien parlé. L'idée, ça va être de commencer à réfléchir au profil type de vos clients, ceux qui seront susceptibles d'être intéressés par ce que vous allez proposer. Donc qui ils sont ? Qu'est-ce qui les motive à acheter ? Qu'est-ce qui les rebute à acheter ? C'est quoi leur fréquence d'achat ? Quelle utilisation ils font de vos produits, de vos services ? Se demander même, aller un peu plus loin pour essayer de travailler un peu leur profil. Quelles vont être peut-être leur situation démographique, quelles vont être leurs valeurs, quel va être leur mode de vie, etc., etc. L'idée, c'est vraiment de construire un projet qui réponde pleinement à leurs besoins et donc d'en avoir une extrêmement bonne connaissance. Et pareil, bien identifier vos fournisseurs et bien identifier, vous appuyer sur tout le réseau de partenaires, de prescripteurs qui vont générer le bouche-oreille pour vous. Donc ça, c'est la partie faisabilité. Il va y avoir aussi la partie viabilité. Et là, on parlera vraiment d'études financières. Après avoir fait l'étude de marché, vous allez avoir une bonne idée de comment fonctionne le marché, qui sont vos concurrents, qui sont vos potentiels clients. Et vous allez pouvoir affiner un peu votre propre idée. Qu'est-ce que moi, du coup, je peux proposer ? À quel prix ? Comment je me fais connaître ? Comment je vends moi à mon tour ? Et tout ça, il va falloir le traduire en chiffres à travers l'étude financière. Quand on parle d'études financières, il va falloir que vous vous posiez 3 questions. Déjà, la première question qu'il va falloir que vous vous posiez, c'est pour pouvoir démarrer sereinement mon projet, de quoi je vais avoir besoin. Donc, quand je dis de quoi je vais avoir besoin, on parle vraiment d'investissement. D'investissement destiné à rester à plus ou moins long terme dans l'entreprise. Est-ce que j'aurai besoin d'un véhicule ? Est-ce que j'aurai besoin d'un ordinateur ? Est-ce que j'aurai besoin de matériel ? Est-ce que j'aurai besoin de stock ? Etc., etc. Donc, bien identifier tous les besoins et les estimer. Et de se dire, voilà, j'ai compris quel était mon besoin, je sais à peu près combien ça va me coûter. Et la question qui se pose, mais c'est comment je fais pour financer tout ça ? Est-ce que j'ai de l'argent en poche que je vais pouvoir mobiliser dans le projet ? Est-ce que je fais appel à la banque ? Est-ce qu'autour de moi, j'ai ma famille qui me soutienne moralement, certes, mais financièrement aussi ? Est-ce que je vais faire appel aux prêts d'honneur, au microcrédit, etc., etc. Et à ce titre, il y a une conférence sur le financement de l'entreprise, donc je vous invite, s'il n'est pas déjà passé, à y faire un tour. La deuxième question qu'il va falloir que vous vous posiez, c'est est-ce que je vais pouvoir vivre de mon activité ? Tout à l'heure, on parlait de la rémunération et l'objectif de rémunération que vous avez. Et là, quand on parle de rentabilité, il va falloir anticiper avant même de vous lancer sur le fonctionnement de votre activité. Quelles vont être les dépenses qui vont être générées par l'activité ? Le local, le DF, l'Internet, les salaires, les déplacements, les cotisations sociales, etc., etc. Mais certes, il va y avoir des dépenses, mais pas que. Il va falloir que dès à présent, vous pensiez à toute la partie recette. Comment vous allez pouvoir générer du chiffre d'affaires, c'est la terminologie, effectivement. Comment vous allez générer le chiffre d'affaires Parce qu'à partir de maintenant, là, dès à présent, aujourd'hui, votre mantra va être « il faut que je me fasse le plus de chiffre d'affaires possible et que je dépense le moins d'argent possible ». Et là, on parlera d'activité rentable. Et ça va être ça votre objectif en tant que repreneur, en tant que créateur d'entreprise. Un des conseils fondamentaux aussi, et c'est là que le bas blesse, ça va être de vous préparer dès à présent à la vente. Alors, c'est vrai que un des constats majeurs qu'on fait, et c'est un secret pour personne, c'est que souvent, les créateurs sont un peu rebutés par le fait de vendre. Donc c'est un constat qu'on remarque à la BGE, même chez nos confrères présents à la CCI, etc., etc. Donc je ne sais pas si c'est un constat dans lequel vous vous retrouvez, vous, dans votre quotidien d'entrepreneur ou de repreneur. Est-ce que ça vous parle un peu, cette appréhension qu'il peut y avoir autour de la prospection et de la vente ? Ouais. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a plusieurs choses qui peuvent vous rebuter en tant qu'entrepreneur. Déjà, le fait d'être perçu comme un vendeur, avec la représentation qu'on en fait dans l'imaginaire collectif, d'une personne qui peut être, alors c'est l'imaginaire collectif qui perdure malheureusement au fil du temps, de quelqu'un qui va être perçu comme arrogant, comme insistant, comme manipulateur et peut-être prêt à tout pour conclure sa vente. Et vous n'avez pas du tout envie d'être perçu de la même façon. Donc du coup, vous allez peut-être prendre du recul par cet aspect qu'est la prospection. De la même façon, vous pourriez vous dire, je ne me sens pas compétent. Donc c'est vrai que nombre d'entre vous, être à fond dans vos projets, vous maîtrisez votre expertise, vous maîtrisez votre métier, vous maîtrisez votre savoir-faire, vous avez des formations solides,
Mais la partie, des fois, liée à la vente, vous vous dites, c'est là que le bas blesse. Et à partir du moment où il y a une incertitude qui va entourer la vente, ça va peut-être vous bloquer un peu. Et une des peurs qu'on voit aussi, alors c'est pas exhaustif tout ce que je dis, ça va être la peur d'être rejeté. Donc c'est vrai que certains clients vont dire oui. Certains clients vont vous dire non. Et ça peut être difficile à encaisser. Et du coup, ça peut même décourager nombre d'entre vous. Et peut-être que ça va être aussi une des raisons pour lesquelles on met de côté la vente. Et par contre, ce qui va être absolument indispensable, nécessaire, important de prendre conscience dès à présent, c'est qu'apprendre à vendre va être essentiel parce que la survie de l'entreprise et de votre entreprise va en dépendre. Je m'explique. Si vous ne vendez pas, il n'y aura pas de rentrée d'argent. S'il n'y a pas de rentrée d'argent, je ne peux pas investir dans mon développement, dans ma croissance. S'il n'y a pas d'argent, je ne peux pas payer les factures. S'il n'y a pas d'argent, je ne peux pas payer les salaires. Je ne peux pas payer les charges fixes. Je ne peux pas payer les fournisseurs. Et peut-être que je vais même m'endetter pour essayer de combler ce manque d'argent, ce qui va générer des charges d'intérêt supplémentaires. Et je ne vous raconte même pas le stress, la panique et la tension dans votre quotidien d'entrepreneur. Donc, ayez bien conscience dès à présent que la vente, ça fera vraiment partie intégrante de vos activités en tant que chef d'entreprise. Et d'ailleurs, à ce propos, j'ai un scoop pour vous. Ici, dans cette salle, nous, donc vous, moi, Jérémy, on sait tous vendre. Je m'explique. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir à convaincre des amis de regarder une série Netflix qui vous plaisait particulièrement? Est-ce que peut-être que ça vous est déjà arrivé également, peut-être de convaincre vos collègues d'aller manger dans un restaurant que vous aimiez particulièrement? Peut-être que ça vous est même déjà arrivé de négocier avec votre conjoint qui prend le volant pour le trajet. Ou même, allez, je m'emballe un peu, de discuter avec votre groupe d'amis sur la destination du prochain EVJF, pour le coup. Tout ça, c'est de la vente. Donc là, je vous apprends peut-être quelque chose, mais la vente, c'est vraiment propre à chacun d'entre nous. Donc au final, c'est vraiment une compétence qu'on va manifester dans plusieurs aspects de notre quotidien. Et c'est aussi une compétence qui va se travailler. Mais du coup, la question, c'est comment je fais en sorte de devenir un bon vendeur? Déjà, on a parlé tout à l'heure du persona, de votre public cible. L'idée, c'est de bien le comprendre, de comprendre ses besoins, ses attentes, ses problématiques, ses moteurs. Et plus vous aurez compris qui était votre persona, plus vous allez pouvoir adapter votre stratégie de prospection. Ça, c'est le premier point. Il va falloir, et là je rebondis, parce que c'est très important, sur ce que disait Jérémy tout à l'heure, que vous ayez vraiment conscience de la valeur que vous allez apporter à travers vos produits, à travers vos services. Et donc ça suppose certes que vous ayez déjà une bonne connaissance de vos produits et de vos services, de manière à pouvoir en parler, de manière à pouvoir répondre aux potentielles objections, mais il va falloir aller plus loin encore. Il va falloir aller plus loin et se dire, moi je suis convaincu, je suis persuadé que mon offre rend service, qu'elle va apporter quelque chose à mon public, qu'elle va apporter une transformation, une solution et autres. Donc là, l'idée, ça ne va pas être de devenir un vendeur de produits, mais vraiment un vendeur de solutions. Et du coup, je rebondis sur le fait qu'il va falloir que dès à présent, vous pratiquiez l'écoute, mais l'écoute active. L'idée, ça ne va pas être de se dire, je vais dérouler de manière très linéaire mon argumentaire avec les caractéristiques techniques, les aspects de mon produit, mais vraiment de vous intéresser à votre interlocuteur, de poser des questions et de manière à mieux comprendre quel est le besoin de votre interlocuteur. Et c'est comme ça que vous allez créer le lien avec lui. C'est comme ça que vous allez établir la relation de confiance qui va être absolument nécessaire dans toutes vos relations commerciales. Et du coup, je reviens peut-être encore de manière très insistante là-dessus. Dès à présent, il va falloir que vous planifiez votre prospection. Ça veut dire qu'il va falloir que la prospection devienne vraiment une part intégrante de votre quotidien, au même titre que le management, au même titre que la comptabilité et au même titre que votre expertise métier. Donc même si vous n'êtes pas forcément à l'aise avec l'idée de vendre, il va falloir que vous imposiez quand même une certaine rigueur, que vous travailliez vos rendez-vous, que vous prépariez votre argumentaire. Et là, l'idée, ça va vraiment être de pratiquer, de vous entraîner, de persévérer. C'est vrai que les premiers rendez-vous clients, les premiers rendez-vous commerciaux pourront être peut-être un peu laborieux. Vous ne découragez pas, persistez, continuez. Parce que même si vous avez l'impression de ne pas avoir naturellement la fibre commerciale, en pratiquant, vous allez devenir d'excellents vendeurs. Et de ce fait, n'hésitez pas, si besoin même, à vous former dans cette compétence qu'est la vente. Je te laisse enchaîner. Super. Juste simplement pour rebondir, pour compléter vraiment ce que disait Kémy,
il y a un point qui est essentiel dans tout ce qui a été dit, c'est mettre le client au centre. C'est votre client qui va définir, bon, déjà évidemment le persona, évidemment, mais c'est lui qui va vous aider à identifier la meilleure proposition de valeur que vous allez apporter. C'est lui qui va définir comment vous allez construire le funnel de vente, et je reviendrai dessus juste après. C'est lui qui va vous aider à identifier votre canal de vente, votre manière dont vous allez vendre le produit. Donc, parlez à vos clients. Ça, c'était le premier point sur lequel je voulais insister. Parlez régulièrement à votre client et pas avec des questionnaires. Allez leur parler vraiment. Le deuxième point, c'est ce fameux funnel de vente. Imaginez-le le plus tôt possible. Comment vous allez acquérir du trafic sur votre canal de vente, votre boutique, votre site internet ou vos réseaux sociaux. Comment j'acquiers du trafic? Comment je fais en sorte de rendre ce trafic actif? Comment je vais capter une adresse mail? Comment je vais interagir avec un client qui rentre dans ma boutique? Comment cette personne qui est intéressée, elle va m'apporter un revenu? Comment je vais vendre? Ensuite, cette personne, ok, je lui ai apporté un service une fois, mais comment je peux lui apporter une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois? Donc là, on va parler un peu de rétention. Quelle va être ma stratégie pour fidéliser mon client? Parce que le but ultime, une fois que, ça y est, vous avez généré du trafic, vous l'avez activé, vous avez déclenché un revenu, vous l'avez fidélisé, cette personne-là sera votre ambassadeur. Et elle va activer ce qu'on appelle du referral, donc le bouche à oreille. Et ça, c'est extrêmement puissant en matière d'augmentation de chiffre d'affaires et de réputation de votre boîte. Voilà ce qui nous laisse 3 minutes pour le dernier conseil qui a déjà été dit ce matin, mais c'est effectivement super important que vous soyez accompagné dans toutes ces démarches de création, de développement de l'entreprise. Les chiffres ont été dit ce matin, je les redis. 75% des entreprises qui continuent d'exister après 3 ans d'activité ont été accompagnées dans leur création. Ce chiffre-là devrait suffire à vous dire « Ok, j'y vais pas tout seul. Ok, j'ai besoin de quelqu'un qui me challenge dans mes hypothèses, dans ce que je pense être la bonne solution pour mon business. » L'avantage ici, donc à travers la région Île-de-France, c'est que vous avez la possibilité, en tant que francilien, d'accéder à un programme ultra accessible qui s'appelle Entrepreneur #Leader, qui a été conçu pour répondre aux besoins des entrepreneurs, puisqu'il est composé de 3 étapes qui correspondent finalement à la vie d'un porteur de projet, j'ai une idée, un projet, j'ai envie d'y aller, j'ai besoin de sous, je me finance, j'ai créé, j'ai besoin de me développer. Voilà. Donc 3 étapes, je crée mon entreprise, je finance mon entreprise, je dirige mon entreprise. À chaque fois un accompagnement qui est individuel. On n'est vraiment pas sur une offre standard, on s'adapte à vos problématiques, à votre projet, à vos besoins. Donc l'idée, sur la phase anté-création, vous n'avez pas encore créé juridiquement votre structure, vous n'avez pas de cabis, vous n'avez pas de SIRET. Vous allez pouvoir prétendre à un accompagnement de 10 heures face à face, avec un conseiller expert en création d'entreprise tel que Kémy à la BGE Paris, où l'idée, on va vous accompagner sur chacun des éléments de votre business plan. Étude de marché, toute la stratégie business, communication, marketing, produit, tous vos éléments financiers et la partie juridique. Évidemment, en 10 heures, on ne pourra pas tout faire, mais je vous l'ai dit, on va définir avec vous, sur ce premier rendez-vous que vous aurez avec votre conseiller, quel est le point ou les points sur lesquels il est urgent, important que vous soyez accompagné, parce que c'est là où vous en avez le plus besoin. 10 heures d'accompagnement face à face, conseiller attitré, vous êtes suivi par le même conseiller tout au long du programme. Et dernier avantage, le conseiller qui va vous suivre, ça sera de proximité. Le programme Entrepreneur Leader est opéré par différentes structures qui ont l'avantage d'avoir une vraie légitimité sur le marché, parce qu'on parle du réseau des BGE Île-de-France, on parle de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de Positive, des acteurs qui sont là depuis de nombreuses années aux côtés des entrepreneurs. Et la région fait confiance à ces structures-là pour aider les franciliens dans leur démarche de création d'entreprise. Donc il y a une vraie légitimité sur le marché, et donc il n'y a pas d'arnaque, ce n'est pas le truc que vous pouvez trouver sur des recherches Google. C'est quand même important de le dire.
La deuxième étape, c'est du financement. Vous avez un business plan solide. Donc, idéalement, vous êtes fait accompagner sur cette étape-là. Et dans ce business plan, vous avez identifié qu'avant de vous lancer, vous avez besoin d'argent. Ce que disait Kémy tout à l'heure, vous avez fait la petite liste de courses là, du matériel dont vous aurez besoin ou des moyens humains dont vous aurez besoin. Et il va falloir financer tout ça. Donc, dans le programme Entrepreneur #Leader, il existe des possibilités de financement, notamment le microcrédit, le prêt d'honneur. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous pouvez prétendre à des montants assez importants sur des prêts à taux zéro qui sont par contre nécessairement couplés à un prêt bancaire. C'est important de le dire. Prêt d'honneur, prêt à la personne, taux zéro, nécessairement couplé à un prêt bancaire. D'accord ? Un peu de technique, on aura un temps de questions-réponses. Mais si vous levez 1 € en prêt d'honneur, c'est minimum 1 € à la banque. La banque peut faire levier x9, à peu près en moyenne. Donc ça, c'est la deuxième étape. On vous finance, la région met des sous dans votre projet. Dernière étape, ça y est, vous êtes immatriculé, vous avez un SIRET, vous avez un CABIS, et vous souhaitez être accompagné dans le développement de votre entreprise. Là, c'est comme la phase 1, mais ce n'est pas 10 heures, c'est 7 heures d'accompagnement qui vous sont proposés. Et en complément, on organise entre 4 et 10 ateliers en ligne tous les mois qui vont couvrir tout un tas de thématiques de comment je crée un site internet, comment je référence mon site internet, comment je crée un argumentaire de vente, comment je peux mieux prospecter, comment je peux sourcer des fournisseurs en Chine, etc., etc. 4 à 10 par mois, je vous laisse imaginer combien ça fait à l'année. Et ce sont des ateliers qui sont à la carte. Si la thématique vous intéresse, vous vous inscrivez. Donc vraiment, ce programme, il est conçu pour être proche de vous, répondre à vos besoins. Et nos conseillers experts en création d'entreprise sont à vos côtés pour vous aider dans cette belle aventure qui est géniale et dans laquelle vous devez prendre énormément de plaisir. Absolument. Prenez plaisir, osez, kiffez. C'est pour ça que vous vous lancez, a priori. C'est une chouette aventure, vivez-la pleinement et pensez à toutes les compétences que vous allez développer tout au long de ce voyage qui, même si ça n'aboutit pas à une création d'entreprise, même si ça n'aboutit pas à quelque chose de rentable, vous aurez appris énormément de choses qui sera valorisable après sur le marché de l'emploi ou pour une autre aventure entrepreneuriale. Et donc, il est temps de vous remercier et de se laisser un bon temps de questions-réponses. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas, c'est nous l'arbitre pour les questions ou... Je laisse... Je suis à côté de monsieur. Merci. On m'entend bien ? Oui. Vous avez parlé à un moment donné de stratégie de diffusion. Vous avez dit que dedans, il y a 20% à peu près du temps consacré à la création et 80% à la diffusion en elle-même. Et du coup, 2 questions par rapport à ça. Est-ce que c'est plus un constat que vous avez fait d'expérience ou est-ce que c'est un conseil qu'il faudrait appliquer ? Et dans les 80% de diffusion, c'est quoi les actions concrètement effectuées ? Merci. Merci pour la question. Non, c'est un vrai conseil. Dans la pratique, il y a beaucoup de gens, une fois qu'ils ont appuyé sur le bouton publier, ça y est, ils se disent c'est bon, le job est fait. Mais c'est pas que ça. Vous avez passé du temps à créer du contenu qui est censé apporter de la valeur. Et c'est d'ailleurs la stratégie dont je vous ai parlé sur créer du contenu, elle ne fonctionne que si vous apportez de la valeur à votre audience. Si vous n'apportez pas de valeur, votre contenu ne vaut rien. C'est comme un avis que vous mettez sur Twitter, tout le monde s'en fout, quoi. Donc, vous apportez de la valeur, vous avez réfléchi à votre contenu. Votre contenu, a priori, il est de qualité et il aborde différents points. Ces points-là, vous pouvez les décliner en plein de supports possibles. Vous pourriez imaginer créer, je ne sais pas moi, un webinar autour de l'article que vous avez rédigé. Vous pourriez imaginer créer comment ça s'appelle, une image, j'ai plus le terme exact, une infographie autour du post que vous avez créé. Vous pouvez très bien créer un carrousel que vous allez pouvoir publier sur LinkedIn avec un résumé de l'article. Et c'est aussi créer des résumés d'articles pour les diffuser sur d'autres canaux de diffusion. Voilà. Donc c'est tout ça, c'est imaginer, voir tout le champ des possibles en matière de diffusion et ne pas se priver de diffuser le plus largement possible sur des formats plus ou moins différents.
Donc, bonjour. Tout d'abord, merci pour cette belle présentation. Moi, j'avais une question à vous poser concernant les entrepreneurs en herbe qui fourmillent de projets, qui sont d'ailleurs donc multi, qui ont testé plusieurs secteurs. Comment faire pour se canaliser à ce niveau-là? Ça veut dire que là, l'idée, c'est de se dire que vous avez tellement d'idées que vous avez peut-être tendance à vous éparpiller, c'est ça? Alors, moi, j'ai déjà un premier élément de réponse, et je reviens sur l'accompagnement. En fait, un des objectifs, en plus de l'accompagnement, ça va être de structurer votre pensée, structurer la réflexion, structurer les étapes dans lesquelles vous allez pouvoir, à travers lesquelles vous allez pouvoir avancer pour mener à bien le projet ou les projets que vous avez en tête. Donc déjà, l'accompagnement, ça va être un premier pied. Après, il va aussi avoir l'aspect organisation, l'aspect rétro-planning. Commencez à réfléchir un peu à toutes les prochaines étapes, les next steps, qui vont vous permettre d'atteindre votre objectif et de bien le découper en jalons, mais en jalons qui soient réalistes. L'idée, c'est pas de se dire en une journée, je vais réussir à créer un prototype, vendre, aller voir le banquier, etc., etc. Donc bien construire un rétro-planning qui soit quand même smart, comme on dit. Donc je pense que c'est vraiment les conseils que je pourrais vous donner à ce titre-là, en tout cas. Et quand on a testé déjà plusieurs marchés, par exemple la beauté féminine et le e-commerce, et que les deux fonctionnent de par les tests qui sont faits, comment est-ce qu'on choisit justement, vous allez me dire la rentabilité, mais comment est-ce qu'on choisit Pas que. Il y a aussi vos valeurs propres. Qu'est-ce qui vous anime? Où est-ce que vous avez l'impression de kiffer le plus en réalité? Et si vous vous dites c'est les deux et que ça marche, peut-être que c'est le moment de commencer à déléguer. Peut-être que c'est le moment de commencer à recruter aussi. Je vous en prie. Sinon, on vous entend. C'est pour le replay plutôt. Ah, pardon. Merci. Bonjour. Moi, j'aurais plutôt une question dans le cadre de reprise d'entreprise. Je voulais avoir quelques conseils, notamment comment poser les étapes pour justement arriver à la reprise. Est-ce que vous nous conseillez dans un premier temps, par exemple, de rentrer en tant que salarié, dans un premier temps pour pouvoir valider notre envie de s'engager dans ce type d'entreprise et dans ce type d'activité, et ensuite de proposer d'être associé ou acheter des parts, ou quels sont les conseils que vous nous donnez pour justement passer toutes ces étapes vers la reprise d'entreprise? Je sais pas si en fait, la question est... Oui, les étapes qu'on vous a un peu présentées s'adaptent tant à la création qu'à la reprise. L'idée déjà, avant de se dire je me lance dans la reprise, c'est pourquoi la reprise et pas la création déjà. Et après, pourquoi dans ce projet, ce secteur d'activité, et voir dans quelle mesure le projet que vous avez en tête en matière de reprise correspond à vos propres valeurs. Ça, c'est l'étape fondamentale. Et après, se demander si l'entreprise ou le secteur d'activité que vous avez en tête, c'est un marché porteur. Ça veut dire que même la partie liée à l'étude de marché, elle va parler aux repreneurs d'entreprise. Et de se demander comment je valorise le projet que j'aimerais racheter. Est-ce qu'il est trop valorisé? Est-ce qu'il n'est pas assez valorisé? Est-ce que je pourrais en faire quelque chose, en tirer une rentabilité par la suite? C'est pour ça que je vous dis que même les étapes qu'on a présentées tout à l'heure, ça parlera au même titre aux créateurs qu'aux repreneurs. Il y a un vrai audit à réaliser de manière la plus profonde possible. Après, sur les moyens de le faire, c'est peut-être propre à chaque cas, donc c'est compliqué de répondre. Là, ouais, c'est plutôt une très bonne pratique. Ouais. Je pense qu'on est... Voilà, c'était... Okay, on reste à votre disposition, évidemment, si vous avez d'autres questions. On peut échanger au rez-de-chaussée sur le stand Entrepreneur #leader, ou ici peut-être en aparté sur les quelques minutes où on va pouvoir utiliser la salle avant que ça enchaîne sur la prochaine masterclass. Merci beaucoup, merci à tous. Bonne poursuite dans vos projets, bonne poursuite dans la mise en place de tous les projets que vous avez en tête en tout cas.